Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous voir si nombreux. Rêve, souvenir, matière première de la fiction. Je suis très heureux que ce titre, un tout petit peu hasardeux et qui ne veut pas dire grand-chose, ait attiré tant de monde. Et alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout conférencier. Alors, il est possible que pendant les 50 minutes qui suivent, je m'embrouille, j'hésite, je revienne, je me contredise et que je ne sois pas clair du tout. Mais bon, a priori, la conférence, je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, ce n'est pas le mien. Voilà. Mais en tout cas, j'avais envie, ce midi, de poser une question a priori très simple, c'est-à-dire, très simple, mais néanmoins vachement ambitieuse, c'est-à-dire comment fonctionne la littérature. C'est-à-dire comment la littérature, avec un grand L, comment ça se construit et sur quoi ça agit chez le lecteur, les lecteurs que nous sommes tous, sur quoi ça agit pour que ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire quand ça fonctionne. Alors, quand je dis qu'est-ce qui fonctionne dans la littérature, le verbe fonctionner recouvre ce moment assez miraculeux du fait que lorsque vous avez un livre en main et que vous lisez un texte, il se passe ce phénomène qu'on qualifie, il y a un poète anglais qui l'a très bien qualifié, Coleridge, la suspension momentanée de l'incrédulité. C'est-à-dire que vous lisez votre livre et vous avez l'impression que ce qui n'est qu'un amas de papier et de lettres imprimées sur du papier, soudain, est chargé de réalité. Vous êtes impliqué dans le destin des protagonistes, vous êtes concerné par leurs tourments, leurs douleurs, leurs amours. S'ils ont faim, avec eux, vous avez faim. S'ils ont froid, avec eux, vous avez froid. Et vous voulez savoir comment cette histoire va avancer. Il y a une petite citation de Robert Louis Stevenson. Vous connaissez Robert Louis Stevenson, cet écrivain anglais qui a écrit L'île au trésor, qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et qui aussi a écrit un petit essai sur la littérature qui s'appelle Essai sur l'art de la fiction, qui est une compilation de textes, de critiques, d'articles et de correspondances qui ont été publiés, je pense, chez Payot. Et c'est vachement intéressant ce qu'il raconte là-dedans, Stevenson. Et il y a une phrase que je me rappelle quasi tous les matins et qui dit « Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même ». Voilà. Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même. Et c'est une phrase, je trouve qu'on devrait, enfin tous ceux qui écrivent devraient se répéter tous les jours, parce qu'effectivement, si j'imagine que vous avez tous fait l'expérience tragique d'avoir lu un livre qui vous a ennuyé ou qui ne vous a pas plu ou dans lequel vous n'êtes pas rentré et où vous avez l'impression, page après page, hélas, de lire un livre. Et puis vous lisez la page suivante et la page suivante, et puis quand vous avez lu 40 pages, vous ne savez plus du tout de quoi parlaient les 39 premières. Vous n'êtes pas rentré dans le livre, vous n'avez pas été arraché à vous-même. Et j'imagine que vous avez tous fait l'expérience contraire, d'avoir lu un livre qui vous a plu, qui vous a intéressé, qui vous a captivé, et vous avez vécu ce que Stevenson, justement, appelle le fait d'être arraché à vous-même. Vous avez oublié la chambre où vous étiez, vous avez oublié le tram ou le train dans lequel vous vous trouvez, ou l'avion, et vous êtes parfaitement impliqué, émotionnellement lié avec le destin des personnages qui se trouvent dans l'histoire. Vous avez été arraché à vous-même. Et c'est ça que ce poète anglais, Coleridge, appelle la suspension momentanée de l'incrédulité, c'est-à-dire qu'a priori, c'est extrêmement bizarre, c'est extrêmement étrange que le fait de tenir un livre en main fait de papier, avec un peu d'encre posée dessus qui font des mots et des lettres, se transforme en une véritable expérience de vie. Normalement, vous êtes incrédule, c'est-à-dire que vous ne croyez pas les histoires qu'on vous raconte. Vous savez très bien que ce qui se passe là n'est pas vrai. Vous êtes incrédule, c'est normal. Votre intelligence fait que vous doutez de ce qu'on vous raconte. Mais si l'auteur réussit son coup, s'il est suffisamment adroit, s'il a suffisamment de talent,
eh bien, il y a cette suspension momentanée. Momentanément, vous devenez crédule, vous croyez ce qu'on vous raconte. Non seulement vous croyez ce qu'on vous raconte, mais vous êtes dans l'histoire qui vous est racontée. Alors, dans le livre de Stevenson, alors j'ai pensé à prendre tous les extraits que je voulais vous lire aujourd'hui, sauf celui-là, je l'ai oublié. Il donne comme ça quelques exemples de débuts de romans où immédiatement, une fois que vous les avez lus, vous êtes accroché, vous êtes arraché à vous-même, vous êtes plongé en quelques instants dans... voilà, ça peut être un train qui traverse la steppe russe, ça peut être un café à New York, ça peut être une chambre à coucher à Paris, ça peut être n'importe où, mais vous êtes dans cette histoire, votre incrédulité est momentanément suspendue. Alors, quelles sont les conditions, justement, comment ça se fait que ça fonctionne comme ça, que ça fonctionne aussi fort? Et je pense qu'une des choses qui fait que ça fonctionne aussi bien et aussi fort, c'est que la nature des images littéraires, de l'expérience littéraire qui apparaît en vous lorsque vous lisez un livre, est quelque chose qui est assez proche de l'expérience que vous faites lorsque vous rêvez. C'est-à-dire, lorsque vous rêvez, lorsque vous faites un rêve, vous êtes persuadé que ce que vous êtes en train de rêver est vrai, sauf dans certains cas particulièrement agréables, quand on sait qu'on rêve et que soudain on est tout puissant, mais c'est un cas très particulier du rêve. A priori, lorsqu'on rêve, on tient pour réel ce qui est en train de vous arriver, et la nature des images, de l'expérience que vous faites lorsque vous rêvez, est aussi assez semblable à la nature des émotions qui vous prennent lorsque soudain vous vous remémorez des choses, lorsque vous faites appel à des souvenirs forts, de moments émotionnellement forts, intenses. Vous, de nous, pendant quelques instants, vous vous souvenez un moment fort, eh bien, vous avez l'impression de revivre ce moment-là. La nature des images littéraires qui apparaissent en vous lorsque vous lisez un livre est finalement assez semblable de la nature des images qui apparaissent dans votre esprit lorsque vous rêvez ou lorsque vous faites appel à votre mémoire, à vos souvenirs. D'ailleurs, les souvenirs et le rêve, ça va souvent assez bien ensemble. Alors, pour illustrer tout ça, finalement, cette idée très simple sur ce qui fonctionne dans la littérature, dans l'écriture, j'avais quelques petits exemples que j'ai pris dans des livres, quelquefois assez classiques et quelquefois moins classiques, et que Isabelle Ouiri, ici présente, va nous lire. Alors il y avait un premier exemple, qui est un exemple extrêmement intéressant, et qui est un exemple qui nous vient d'un livre de Italo Calvino, que vous connaissez, ce célèbre auteur italien. Et Italo Calvino a écrit un petit livre passionnant qui s'appelle Monsieur Palomar. Alors je vais me permettre de te le prendre un instant. Monsieur Palomar, qui commence, il nous dit juste ceci, Calvino, à propos de Monsieur Palomar, il dit « À la suite d'une série de mésaventures qui ne méritent pas d'être rappelées, Monsieur Palomar avait décidé que sa principale activité serait de regarder les choses du dehors. » Alors le livre est subdivisé en différents chapitres. Le premier chapitre, c'est les vacances de Palomar. Le deuxième chapitre, c'est Palomar en ville. Et le troisième chapitre, c'est les silences de Palomar. Chaque chapitre est subdivisé en sous-chapitres. Par exemple, les vacances de Palomar est subdivisé en 3 sous-chapitres. Palomar sur la plage, Palomar dans le jardin et Palomar regarde le ciel. Et chacun de ces sous-chapitres est lui-même subdivisé en sous-sous-chapitres. Par exemple, les vacances de Palomar, premier sous-chapitre, Palomar sur la plage, est subdivisé en 3 sous-chapitres, lecture d'une vague, le sein nu et l'épée du soleil. Ce qui est important, pour terminer cette petite introduction au sujet de M. Palomar, c'est Calvino qui nous le dit, les chiffres 1, 2, 3 qui numérotent les titres de la table, qu'ils soient en première, seconde ou troisième position, n'ont pas simplement une valeur ordinale, mais correspondent à 3 aires thématiques, à 3 genres d'expériences et d'interrogations qui, dans des proportions différentes, sont présentes dans chaque partie du livre. Le 1 correspond généralement à une expérience visuelle, le 2, on retrouve des éléments anthropologiques, et le 3 rend compte d'expériences de nature plus spéculative. Donc c'est un livre comme ça, qui est à la fois très amusant et un peu expérimental, mais qui reste malgré tout amusant. Alors, Isabelle va nous lire un petit extrait, qui est l'extrait du premier chapitre, premier sous-sous-chapitre, premier sous-chapitre. Donc, c'est Palomar, les vacances de Palomar, Palomar sur la plage, lecture d'une vague. C'est ça. Donc,
La mer est à peine ridée. Quelques petites vagues battent le sable du rivage. Monsieur Palomar se tient debout et regarde une vague. Ce n'est pas qu'il soit absorbé par la contemplation des vagues. Il n'est pas absorbé car il sait très bien ce qu'il fait. Il veut regarder une vague et il la regarde. Il n'est pas non plus en train de la contempler, car il faut pour la contemplation un tempérament approprié, un état d'âme approprié, un concours de circonstances extérieures approprié. Et bien que M. Palomar n'ait en principe rien contre la contemplation, aucune de ces trois conditions n'est dans son cas vérifiée. Enfin, ce ne sont pas les vagues qu'il a l'intention de regarder, mais une seule vague, c'est tout. Il veut éviter les sensations indéterminées et se propose pour chacun de ses actes un objet limité et précis. Monsieur Palomar voit une vague se lever au loin, grandir, s'approcher, changer de forme et de couleur, s'enrouler sur elle-même, se rompre, s'évanouir, refluer. Il pourrait dès lors être convaincu d'avoir mené à terme l'opération qu'il s'était proposée et s'en aller. Mais il est très difficile d'isoler une vague, de la séparer de la vague qui la suit immédiatement, qui semble la pousser, qui parfois la rejoint et l'emporte, tout comme de la séparer de la vague qui la précède et qui semble la traîner derrière elle vers le rivage, quitte peut-être à se retourner ensuite contre elle comme pour l'arrêter. Si l'on considère de plus chaque lame dans son extension, parallèlement à la côte, il est difficile d'établir jusqu'où il s'agit d'un front qui s'avance sans discontinuité, où il se sépare et se segmente en vagues indépendantes, distinctes par la vitesse, la forme, la force, la direction. En somme, on ne peut observer une vague sans tenir compte des éléments complexes qui concourent à sa formation et de ceux non moins complexes auxquels elle donne naissance. Ceux-ci varient continuellement. C'est pourquoi une vague est toujours différente d'une autre vague. Mais il est vrai aussi que toute vague est identique à une autre, mais pas nécessairement à celle qui lui est immédiatement contiguë ou successive. Il y a en somme des formes et des séquences qui se répètent, bien qu'elles soient irrégulièrement distribuées dans l'espace et dans le temps. Puisque ce que M. Palomar veut faire en ce moment, c'est simplement voir une vague, c'est-à-dire saisir toutes ses composantes simultanées sans en négliger aucune, son regard s'arrêtera un instant sur le mouvement de l'eau qui bat le rivage, jusqu'à ce qu'il puisse enregistrer des aspects qu'il n'avait d'abord pas saisis. Dès qu'il s'apercevra que les images se répètent, il saura qu'il a vu tout ce qu'il voulait voir et il pourra s'arrêter. Voilà. Donc c'est un exemple qui est intéressant parce que c'est l'histoire tragique d'un échec littéraire, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce pauvre monsieur Palomar est là face à la mer et il essaye à toute force de capter l'idée d'une vague et de nous rendre compte de cette vague, mais il n'y parvient pas. À aucun moment, il a beau décrire cette vague, essayer de décrire cette vague de la manière la plus précise possible, il pourrait donner quasi sa longueur, sa hauteur, la force de son inertie ou tout ce qu'on peut imaginer. Jamais, dans ce texte-là, il ne vous donne l'idée, il nous fait ressentir, il nous fait voir véritablement une vague. C'est un texte intéressant parce que c'est une sorte de démonstration par l'absurde de la difficulté auquel on peut se confronter lorsque on essaye de décrire les choses littérairement de manière frontale. On n'arrive pas, à aucun moment ce texte ne parvient à vous arracher à vous-même. Enfin si, on est avec ce pauvre monsieur Palomar, mais l'idée de la vague, par contre, n'apparaît à aucun moment dans votre esprit. Et la clé de cet échec, la clé de ce texte se trouve en fait dans un deuxième livre de Italo Calvino, qui est un livre aussi assez passionnant, un livre théorique sur l'écriture qui s'appelle « Les leçons américaines ». Alors c'est un livre
intéressant parce que c'est un livre qui contient en fait quelques leçons que Calvino devait aller donner dans une université américaine vers la fin de sa vie. Il a préparé ces leçons, donc il voulait donner les caractéristiques principales de ce qui constitue, selon lui, la littérature. Il a commencé à prendre des notes. Il a isolé, je pense, 5 leçons principales. Il avait une 6e, mais il est mort avant de pouvoir avoir pu écrire la 6e et aussi avant d'avoir pu donner ses conférences. Mais son épouse a eu le bon réflexe de garder les textes qui ont été publiés ici, donc sous le titre Leçons américaines. Et dans Leçons américaines, il va isoler 5, normalement 6, mais on ne sait pas quelle est le 6e, 5 caractéristiques principales qui constituent les qualités nécessaires de l'écriture littéraire. Et parmi ces qualités nécessaires, il nous dit, il y a la légèreté, la rapidité, l'exactitude, la visibilité et la multiplicité. Alors c'est des titres un tout petit peu trompeurs, et je vais lire ce qu'il dit pour le premier chapitre, qui est légèreté, et il dit « Lorsque j'en étais à mes débuts, la représentation de notre époque était pour tout jeune écrivain un impératif catégorique. Plein de bonne volonté, je tâchais de m'identifier à la sauvage énergie qui meut l'histoire de notre siècle et je me plongeais dans ces événements tant collectifs qu'individuels. Je m'efforçais de saisir une syntonie entre le spectacle mouvementé du monde, tantôt dramatique, tantôt grotesque, et le picaresque, l'aventureux rythme intérieur qui me poussait à écrire. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'entre les faits vécus, censés me fournir une matière première, et une écriture que je voulais agile, nerveuse, tranchante, un écart se creusait que j'avais de plus en plus de peine à surmonter. Peut-être n'ai-je découvert qu'alors la pesanteur, l'inertie et l'opacité du monde, qualités qui empoissent immédiatement l'écriture si l'on ne trouve pas le moyen de s'en défaire. Parfois, le monde entier me semblait devenir pierre. Un peu plus loin, il explique avec une image tirée de la mythologie grecque, ce qui pour lui est le fondement même de l'écriture littéraire, et il parle de cette histoire de Persée, qui pour trancher la tête de la Méduse, vous savez, la Méduse avait le pouvoir de transformer en pierre tous ceux qui croisaient son regard. Donc Persée a eu la bonne idée d'utiliser le reflet dans son bouclier pour l'attendre derrière une colonne et lui couper la tête. Pour trancher la tête de Méduse sans s'exposer à devenir pierre, Persée prend appui sur ce qu'il y a de plus léger, les nuages et le vent, et son regard se pose sur une vision indirecte et seule en mesure de lui révéler, c'est-à-dire une image capturée dans un miroir. En ce mythe, je suis aussitôt tenté de voir une allégorie du rapport entre le poète et le monde, une leçon de méthode pour qui se mêle d'écrire. Bref, en clair, ici, il nous explique que, contrairement à ce qu'a fait ce pauvre monsieur Palomar, en se positionnant face à la mer, face aux vagues qu'il voulait décrire, si vous voulez rendre compte d'une vague ou de n'importe quoi dans un objet littéraire, la vision directe sera vouée à l'échec. Vous ne pouvez finalement travailler ça qu'en vision indirecte, par la bande, par l'allégorie, par l'image, par l'évocation poétique de la chose, car il n'y a que comme ça, finalement, que vous n'arriverez à rendre véritablement compte de la chose dont vous voulez parler. C'est quelque chose qu'il décrit en un seul petit mot un petit peu plus loin. Bon, il y a les autres caractéristiques. Au-delà de légèreté, il va nous parler de rapidité, c'est-à-dire négliger les détails inutiles, évidemment. Il va nous parler d'exactitude, un langage aussi précis que possible, évidemment aussi. Il va nous parler de multiplicité, qui pour lui finalement rejoint l'ambition démesurée, comme il dit, que doit avoir chaque auteur. Mais surtout, il nous parle un peu plus loin de visibilité, et il nous traduit ça par la faculté humaine fondamentale, la vision nette, les yeux fermés. La vision nette, les yeux fermés, et c'est évidemment là-dessus que se reposent les images constituées de vos souvenirs, les images qui apparaissent dans vos rêves et les images qui apparaissent en vous lorsque vous lisez un livre, cette faculté humaine fondamentale, la vision nette, les yeux fermés. Et cette vision nette, les yeux fermés, n'est finalement possible que lorsque, contrairement à M. Palomar, on attaque les choses par la bande, par le côté, par l'aspect poétique finalement des choses. Rien ne sert de décrire de manière anthropomorphique. Est-ce que c'est le mot? Comment est-ce qu'on appelle quand les policiers font une photo de vous, qu'on fait un portrait? Un portrait robotique.
Un portrait robot, oui, voilà, on va dire ça, un portrait robot. Hein. Lorsqu'on vous décrit quelqu'un de la manière suivante, Monsieur M mesure 1,80 m, a les yeux noirs, les cheveux blonds, porte une veste verte, etc., etc. En fait, à aucun moment vous ne voyez la personne véritablement. Vous n'avez qu'une série de données chiffrées, mais l'image de la personne n'apparaît jamais dans votre esprit. Finalement, il faudrait demander aux policiers d'employer des auteurs pour décrire les personnes recherchées. Ça serait beaucoup plus efficace parce que eux, les auteurs, savent, comme Calvino, qu'il est inutile d'attaquer les choses de manière frontale, mais qu'il faut les décrire par la bande. Évidemment, oui, quand je réfléchis, j'ai des démangeaisons de front. Alors évidemment, pour revenir au travail de l'écriture même, de la pratique littéraire, il est évident que si la matière, le matériau sur lequel travaille et s'appuie l'auteur, c'est l'esprit du lecteur, parce qu'il sait qu'il doit faire apparaître dans l'esprit du lecteur des images qui ont la même force que les souvenirs qui se trouvent dans l'esprit du lecteur ou que les rêves que fait le lecteur, l'auteur, lui aussi, travaille évidemment sur base de ses propres souvenirs, éventuellement de ses propres rêves, ou en tout cas des expériences qu'il a pu faire dans sa vie. Il est évident que si on écrit de la fiction, a priori on écrit des histoires qui ne nous sont pas arrivées, on les imagine, on les scénarise du mieux qu'on peut, mais ce qui va faire le fondement des descriptions de lieux, d'expériences, de tristesse ou de joie, si vous voulez décrire la fin, par exemple, d'un personnage, vous devez évidemment avoir plus ou moins expérimenté vous-même la fin pour pouvoir en quelque sorte broder autour de cette expérience. Vous devez travailler vos propres souvenirs. Et c'est comme ça que le matériau, les souvenirs, la nature des souvenirs et la nature des rêves sont à la fois le matériau nécessaire dans l'esprit du lecteur pour que la littérature puisse exister, mais sont le matériau nécessaire dans l'esprit de l'auteur pour pouvoir fabriquer son histoire. Alors, j'avais envie de nouveau d'illustrer peut-être à travers différents textes quelques descriptions qui me semblent particulièrement pertinentes ou réussies. Et parmi les exemples, il y avait par exemple un écrivain que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ian McEwan, qui est un des tout grands écrivains contemporains. Chaque année, on pense qu'il va avoir le prix Nobel, et puis c'est pas lui. Mais peu importe. Et ici, c'est un tout petit extrait qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Psychopolis et qui raconte l'histoire d'un universitaire anglais bon teint qui va aller donner quelques cours dans une université à Los Angeles et il va décrire cette ville et les personnages qui croisent à Los Angeles. Tu peux y aller. J'ai posé la main... J'ai posé la flûte pour me diriger vers la chambre, mais je n'ai pas eu le temps de préparer ma phrase. Ma main, par une sorte d'automatisme stupide, avait déjà poussé la porte et j'étais en face de Mary. Elle était assise au bord du lit, en train de se brosser les cheveux, la chaîne délicatement occultée par les couvertures. En Angleterre, une femme s'exprimant avec la clarté de Mary risquait d'être considérée comme agressive. Pourtant, ses manières étaient courtoises. Elle était petite, de constitution assez lourde. Son visage était tout en rouge et noir. Rouge vif des lèvres, yeux noirs, joues rouges comme des pommes rouges, chevelure noire lisse comme du goudron. Sa grand-mère était indienne. Je le reprends. Tu le reprends ? Voilà. Alors, écoutez bien la fin. Elle était petite, de constitution assez lourde. Son visage était tout en rouge et noir, rouge vif des lèvres, yeux noirs, joues rouges comme des pommes rouges, chevelure noire lisse comme du goudron. Sa grand-mère était indienne. Alors, c'est, à mon avis, une magnifique description, parce qu'effectivement, ici, on est tout à fait dans cette description indirecte
de la chose. Ici, il veut rendre compte d'une femme qu'il a rencontrée et qui lui fait une demande un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle lui demande de l'attacher à son lit, non pas pour lui faire l'amour, mais juste pour l'attacher à son lit, et elle lui fait jurer de ne jamais, jamais, même si elle insiste, venir la détacher. Donc, parce qu'il est un peu stressé par la situation, il va aller jouer de la flûte sur la terrasse. Elle va quand même beaucoup insister, mais vu qu'il a fait une promesse, il s'y tient. Enfin bref, ici, donc, il va employer des images qui sont des images très simples. Il dit, donc son visage est en rouge et noir, rouge vif des lèvres, yeux noirs, joues rouges comme des pommes rouges. Alors déjà, le fait de dire pomme rouge, c'est quelque chose qui évoque la douceur de la peau d'une pomme, le sucré, c'est gourmand et croquant, comme on dit dans les émissions culinaires. C'est quelque chose qui met l'eau à la bouche. Il y a un côté gourmand, un côté qui donne envie chez cette femme. Chevelure noire, lisse comme du goudron. De nouveau, quand on dit noir, lisse comme du goudron, le mot goudron est un mot à la fois qui a ce parfum d'hydrocarbures qui est à la fois délicieux et répugnant, qui fait penser à ces journées très très chaudes quand le goudron frais, quand le goudron commence un petit peu à briller. Et puis il dit sa grand-mère était indienne. C'est une nouvelle qui se passe à Los Angeles. Il fait connaissance avec le Nouveau Monde. Et il ouvre, en disant ça, sa grand-mère était indienne, il ouvre toute une série d'images, parce qu'effectivement, c'est ça la force des images. Dans une image qui est donnée, se trouve une série de wagons, vous pourriez dire que c'est un train d'images qui se trouve derrière. Une image, dans votre imaginaire, en appelle d'autres. Quand il dit sa grand-mère était indienne, dans votre esprit, c'est les grandes plaines de l'Ouest, c'est les tipis, c'est les Indiens, c'est les chevaux, c'est tout le parfum, toutes les odeurs, toutes les couleurs et les lumières de ce monde nouveau dans lequel se trouve cet universitaire anglais. Donc voilà une image qui fonctionne bien. Il y en a une autre un peu plus loin. Est-ce que je te l'avais mise? Non? Tu veux dire non? Eh bien, je vais la trouver moi-même. Pourtant, nous avions bien préparé cette conférence, mais Isabelle a cette fâcheuse tendance à boire. Et, comme il est. On se connaît depuis très longtemps et il se permet... Je vais vous le trouver immédiatement. Voilà, ici, voilà, c'est très bien. Voilà, ici, voilà. Donc là, il décrit un jeune homme avec qui il a fait connaissance. Et ce jeune homme s'appelle Terence. Et il nous dit mince, blême, de beaux cheveux noirs bouclés, des yeux de biche de princesse de la Renaissance, un long nez droit avec 2 fentes étroites et noires en guise de narines. Terence était d'une beauté souffreteuse. Voilà. Il bégayait un peu, juste assez pour charmer ceux qui succombent à ce genre de détails, et il attachait beaucoup d'importance à l'amitié, au point de sombrer parfois dans d'impénétrables bouderies. Alors, de nouveau, ici, c'est une description qui est tout en contraste, en finesse et en adresse littéraire, parce qu'il nous décrit un garçon, un homme, mais avec beaucoup d'adjectifs féminins et d'images féminines, mince, blême, de beaux cheveux noirs bouclés, des yeux de biche de princesse de la Renaissance. Ça, c'est très très beau, évidemment, parce que de nouveau, vous avez dans votre esprit ce qui apparaît, c'est ces tableaux avec toutes ces princesses un peu maladives, un peu fragiles, hein, tous ces mariages consanguins, ça tourne toujours mal, mais c'est néanmoins joli, un long nez droit, avec 2 fentes étroites et noires en guise de narines. Terence était d'une beauté souffreteuse, de nouveau, l'image de la beauté maladive de ces princesses de la Renaissance, tout un peu hémophile. Eh bien voilà, ça arrive à vous. Et puis, voilà, les impénétrables bouderies, de nouveau ici, une très belle façon de décrire la bouderie impénétrable de ce jeune homme. Donc ici, de nouveau, c'est assez bien réussi. Ça, c'était un petit exemple tiré de Ian McEwan. Alors, un autre exemple vient d'un autre auteur que j'aime beaucoup et que vous connaissez aussi, qui s'appelle Yukio Mishima, hein, le grand auteur japonais, que j'aime vraiment pour plusieurs raisons. D'abord parce que il écrit des choses merveilleuses et magnifiques, parce qu'il a été aussi jusqu'au bout de ses propres passions. Hein. Vous savez qu'il supportait très difficilement qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'européanise comme il le faisait.
et qu'il avait décidé de redresser la nation en faisant un coup d'État. Voilà, mais le coup d'État, il l'a fait tout seul, avec son sabre, dans une chambre du Parlement, et il a été au bout de l'idée, donc il s'est fait harakiri, ce qui est quand même une manière assez classe de mourir, finalement. C'était un homme plein de contradictions. Il était fasciné par l'armée, la droiture, etc. Mais il était aussi profondément homosexuel, ce qui était très mal vu dans le Japon d'avant-guerre. Donc il était toujours, on va dire, le cul entre deux chaises. Mais ça a sans doute, lui a sans doute permis d'écrire les belles choses qu'il a écrites. Alors ici, dans une petite nouvelle qui s'appelle Dojoji, dans le petit recueil qui s'appelle Dojoji, la nouvelle s'appelle pas Dojoji, j'ai oublié comment elle s'appelait. Elle s'appelle Patriotisme. C'est une nouvelle puissamment romantique qui raconte l'histoire d'un beau lieutenant japonais qui a été trahi par ses hommes, donc c'est une humiliation absolue pour lui. C'est un très beau jeune homme, un jeune marié, qui va rentrer chez lui et qui fait part à son épouse, très jolie également, de sa décision de se suicider le soir même, voilà, parce qu'il s'est fait humilier par ses hommes. Il va se suicider en se faisant harakiri, ça préfigure un petit peu ce qui arrivera à Mishima plus tard. Et son épouse, en bonne épouse japonaise, va lui demander poliment la permission de l'accompagner dans son suicide, c'est-à-dire que, comme le veut la tradition, elle va assister son mari dans son harakiri, et puis elle se suicidera elle-même après, ce qui est quand même plus dur, parce qu'elle sera toute seule. Alors, c'est une nouvelle extrêmement romantique parce que ces deux jeunes gens s'aiment et se désirent énormément, et cette nouvelle va nous raconter la dernière soirée qu'ils passent ensemble juste avant le suicide. Donc, ils se déshabillent, ils prennent un bain, ils se regardent l'un, ils se regardent l'autre, etc. C'est très très beau et terriblement tragique, et au tout début de la nouvelle, il nous les décrit. Ceux qui avaient vu la photo du mariage, non moins peut-être que ceux qui y assistaient, s'était émerveillé de l'allure et de la beauté des jeunes gens. Le lieutenant, debout, imposant sous l'uniforme, la main droite sur la poignée du sabre, le képi à la main gauche, semblait protéger la jeune femme. Il avait une expression sévère, et sous les noirs sourcils, le regard de ses larges yeux rayonnait de jeunesse et de droiture. On n'imaginait rien de comparable à la beauté de la jeune femme, chez qui sensualité et délicatesse se mêlaient. Les lèvres pleines, le nez mince et fin, les yeux paisibles sous la douceur des sourcils. Une main, glissée timidement hors de la manche du kimono, tenait un éventail, et l'extrémité des doigts, réunis en un précieux bouquet, ressemblait à un bouton de marguerite. Voilà, donc de nouveau, d'abord c'est une description qui est amenée d'une manière assez subtile de la part de Mishima, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas frontalement de nouveau les deux personnages, il nous les décrit à travers la photo de mariage qui est posée sur un buffet. Et ce qui fonctionne très bien, c'est évidemment le contraste entre les deux personnages. Pour décrire le jeune marié, le lieutenant, il emploie les mots de képi et de sabre, qui sont des mots qui tout de suite résonnent durement dans votre esprit. Vos souvenirs de képi et vos souvenirs de sabre sont des souvenirs durs, froids. C'est fait avec quoi? Du plastique, du cuir, de la bakélite, de l'acier. Ça coupe, ça tranche. Voilà le lieutenant. Et pour la jeune femme, il termine sa description d'une très jolie manière. L'extrémité des doigts réunis en un précieux bouquet ressemblait à un bouton de marguerite. Et les boutons de marguerite, eh bien, c'est immédiatement la douceur des pétales, le parfum, c'est la lumière, c'est le printemps. C'est tout à fait différent, effectivement, du képi et du sabre. Voilà encore une description qui attaque par la bande, parce qu'il aurait pu continuer en nous disant à quel point elle était douce, vraiment douce, et qu'elle sentait bon, etc., etc. Ça n'aurait servi à rien. Il suffit de nous dire qu'il y a ici un bouton de marguerite, une fleur dans la description, et la marguerite existe dans vos souvenirs et fait naître, fait apparaître, fait vivre cette jeune femme dans votre esprit. Alors, si en littérature pure,
les images fonctionnent, en tout cas sont censées fonctionner. Évidemment, ça fonctionne aussi très très bien dans la poésie classique. On va commencer peut-être par celui. Voilà. Et ici, j'ai pris un petit poème d'un poète que j'aime beaucoup, un poète classique qui s'appelle Charles Cros. Alors, Charles Cros, généralement, de lui, on ne connaît que le fameux poème du hareng sort sec, sec, sec. Mais il y en a d'autres. Il y a entre autres un très joli petit poème qui s'appelle Tableau et qui nous décrit une famille d'aiguilleurs à la gare de Lyon. Tableau, ça s'appelle donc. Enclavés dans les rails, engraissés de scories, leur petit potager plaît à mes rêveries. Le père est aiguilleur à la gare de Lyon. Il fait honnêtement et sans rébellion son dur métier. Sa femme, hélas, qui serait blonde sans le nombre glacis du charbon, le seconde. Leur enfant, ange rose, éclos dans cet enfer, fait des petits châteaux avec du mâche-fer. À 15 ans, il vendra des journaux, des cigares. Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares. Et alors, parce qu'il est vraiment bien, je vous le relis un coup. On fait comme à l'école. Enclavés dans les rails, engraissés de scories, leur petit potager plaît à mes rêveries. Le père est aiguilleur à la gare de Lyon. Il fait honnêtement et sans rébellion son dur métier. Sa femme hélas, qui serait blonde, sans le sombre glacis du charbon le seconde. Leur enfant, ange rose éclos dans cet enfer, fait des petits châteaux avec du mâche-fer. À 15 ans, il vendra des journaux, des cigares. Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares. Ici, c'est évidemment absolument merveilleux, parce que ce que j'aime particulièrement dans ce petit poème, c'est tout, évidemment, mais c'est en particulier l'idée de ce bébé, ce petit enfant qui est né dans les rails, hein, au milieu de ces éclats d'acier, le mâche-fer, hein, l'ange rose éclos dans cet enfer. De nouveau, on imagine toute la douceur d'une peau de bébé, hein, qui est parfumée, qui sent le talc et la vanille, à quel point c'est doux et vulnérable, au milieu de ces rails, de cette saleté, etc. Et c'est une image, de nouveau, qui fonctionne très très bien et qui fait la force de ce petit poème, hein, plus faire honnêtement et sans rébellion son dur métier, etc., etc. Bref, voilà un petit texte parfait. Alors, encore un petit exemple pour vous montrer à quel point il est impératif, si on veut réussir à faire un texte qui résonne, qui vive dans les esprits des lecteurs, de s'appuyer sur autre chose qu'une vision directe. C'est un petit texte qui est tiré d'un roman de Richard Brodigan, qui est un auteur américain que j'aime beaucoup. Richard Brodigan, qui était à la fois romancier et poète, qui, comme tout bon auteur qui se respecte, s'est également suicidé, et qui écrit des romans qui sont à la fois incroyablement tragiques, mais aussi incroyablement drôles. Il a écrit, par exemple, Un privé à Babylone, qui est un roman policier qui raconte l'histoire d'un pauvre détective privé, tellement pauvre qu'il n'a même pas d'argent pour acheter des balles à mettre dans son revolver. Et il est très pauvre parce qu'il n'arrive jamais à mener à bien la moindre enquête, dans la mesure où dès qu'il est sur une piste quelconque, il est distrait parce qu'il commence à rêver à la ville mythique de Babylone. Et alors il se perd, il arrive en retard et il ne se passe jamais rien. Et ici, dans Retombées de sombrero, il raconte l'histoire d'un écrivain qui est tout à fait affligé parce que la femme qu'il aimait, qui est une japonaise, l'a quitté. Il essaie d'écrire un roman, et ce roman commence de manière absurde, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui se passe dans un petit village au Mexique, où il y a le maire, l'employé du maire et un passant. Et soudain, en plein midi, dans ce village mexicain, un sombrero tombe du ciel, on ne sait pas d'où il vient. L'écrivain qui écrit cette histoire se rend compte que cette histoire est complètement inutile, il chiffonne sa feuille de papier, la jette dans la corbeille, et on va assister à une double histoire, c'est-à-dire l'histoire de ce pauvre écrivain qui pense à sa petite amie japonaise qu'il a quittée, et l'histoire qu'il a commencée et qui va être pris d'une vie propre dans la corbeille à papier. Tu peux lire le petit extrait. Japonaise. Yukiko dormait. Ce que pendant, ses cheveux dormaient aussi, longs et japonais autour d'elle. Elle ne savait pas qu'elle avait des cheveux qui dormaient. Les protéines, ça a aussi besoin de repos. Sauf qu'elle, elle ne pensait pas de cette façon-là. C'était des pensées fort simples qu'elle avait, au fond.
comme de se peigner les cheveux le matin. C'était la première chose qu'elle faisait au réveil. Elle les peignait, toujours avec grand soin. Parfois, se les arrangeant en chignon au sommet du crâne, à la japonaise, classique. Parfois encore, se les laissant tomber de toute leur longueur, jusqu'au trou du cul. Il était 10 heures un peu passées. C'était le soir, à San Francisco. Il y avait des gouttes de pluie du Pacifique qui lui cognaient à la fenêtre, à côté du lit. Mais elle ne les entendait pas. Elle dormait toujours très bien. Il y avait même des fois où elle n'en finissait plus de dormir, des 12 heures d'affilée à s'en régaler, comme d'une belle balade qu'elle aurait vraiment été en train de faire, ou d'un bon repas qu'elle aurait vraiment été en train de préparer. Faut dire aussi qu'elle aimait bien manger. Et cependant que lui en était à déchirer sa feuille de papier à sombrero qui tombe du ciel, elle était là, à dormir, avec des cheveux qui lui dormaient tout autour, longs et noirs, à ses côtés. C'étaient des cheveux qui rêvaient d'être très soigneusement peignés le matin. Voilà. Donc aussi, encore une fois, un très bel extrait. Ici, il y aura énormément de descriptions de cette femme en train de dormir. Ici, c'est une première description autour de ses cheveux. Il va y avoir, dans les descriptions qui viennent plus tard, description de son chat, qui tourne autour d'elle pendant qu'elle dort, etc. Et tout ça rend tellement merveilleusement compte de l'atmosphère de l'appartement, de la chambre à coucher de cette femme qui l'a quittée, qu'on est immédiatement dans l'intimité, finalement, comme lui a pu l'être avec elle. Eh bien, nous sommes avec elle dans cette chambre. Et finalement, il n'y a rien de plus intime que d'être à côté d'une femme, une fille qui dort. Eh bien, avec lui, nous sommes à côté d'elle parce que nous sommes dans le parfum de ses cheveux, nous sommes dans les petits pas de son chat qui marche autour d'elle, etc., etc. Alors, de manière absolument narcissique, Isabelle voulait vous lire quelques extraits qui viennent de moi, finalement. Oui. Parce que toi aussi, tu fais des descriptions. Non, mais avant d'être mon ami, tu es un grand auteur qui m'inspire beaucoup. Donc, je voulais vous lire 2 extraits de description du dernier roman de Thomas, La vie sauvage. 2 descriptions que le protagoniste, le jeune homme, fait de son oncle et sa tante. Et vous verrez, Thomas utilise des métaphores, mais moi, quand je le lis, c'est pas pour te faire la promo, mais ça m'émerveille chaque fois. Je trouve que c'est un sacré boulot d'auteur, quoi. Tu es bien gentil. Dis. Donc, je lis. Ma tante ne faisait donc rien de sa vie et occupait par voie de conséquence sur l'échelle de l'évolution une position moins importante encore que celle tenue par l'ostracode, un crustacé microscopique dont la disparition survenue au Crétacé n'avait en rien changé la marche de l'évolution. Déjà ça. Comme l'ostracode, ma tante aurait pu mourir demain, ça n'aurait rien changé à rien. Si ma tante venait à mourir, le chagrin provoqué par sa disparition n'aurait été que de très faible amplitude. Le travail de deuil se serait résumé en une réunion de famille autour de quartiers de tartes, de pain surprise et d'un peu de café. Tout au plus, sa mort représenterait une légère perte de revenus pour les petits commerces de la région, mais pas au point de mettre en péril leur chiffre d'affaires. Point final. Je me doutais que ma tante savait tout ça. Je me doutais que parfois cela touchait un air douloureux enfoui dans les replis de son âme. Elle se trahissait quand soudain, ne se sachant pas observer, elle relâchait son maintien et que sa tête s'inclinait un peu vers l'avant, donnant à sa silhouette la forme d'une pénitente pleine d'amertume et de regret sur une vie qui aurait pu être autre chose si ses choix avaient été différents. Dans ces moments, pareil à une nappe de mazout dans une mer d'azur, un reflet terne passait furtivement dans son regard. La courbe de sa bouche s'incurvait vers le bas, comme si elle venait de penser à quelque chose de dégoûtant, et l'éclat victorieux de son aura de panthère faisait place à l'allure générale et un peu piteuse d'une jument abandonnée. Je vous l'avais dit,
Dans ces instants fugaces mais réguliers, ces circonstances où il n'y avait ni rendez-vous, ni Pilate, ni coiffeur, ni soin du corps, ce qu'elle ressentait, c'était, j'en étais certain, un infime vertige, une ombre de nausée, une faible oppression au niveau de la poitrine. Un vertige, une nausée et une oppression qui ne faisaient que traduire dans la chimie de son corps la conscience soudain aiguë de la désespérante inutilité de son existence. C'est pas mal, hein? Alors il y a l'oncle maintenant. C'est court. Mon oncle n'était pas souvent là. Il partait tôt, engoncé dans son costume de bourgmestre, les chaussures cirées lacées, la cravate serrée comme un garrot sous la peau molle de son menton. Quand nous petit déjeunions, il était déjà sur le pas de la porte, grand comme une citerne, j'adore ça, lourd comme un camion, auréolé d'une puissante odeur de café et d'eau de Cologne. Déjà au téléphone, déjà à donner des ordres secs aux collaborateurs qu'il avait au bout du fil, il sortait en se fichant du froid, de l'aube obscure, du grésil, et il montait dans son énorme voiture qu'il conduisait comme s'il s'agissait d'un char de combat à la recherche de viande fraîche. Pour moi, c'est de la poésie, quoi. Mais alors, d'abord, j'ai une question technique. Je ne sais plus, c'est 30 ou 40 ? 30. 30, ok. Il est 29. 29, je trouve qu'on est très fort. Alors, non, effectivement, le travail littéraire, c'est ça, c'est essayer de trouver, en réfléchissant, en se servant de son intuition, en se servant de ses souvenirs, en se servant du souvenir des sensations, en essayant de savoir quelles sont les images qui sont susceptibles d'apparaître dans l'esprit du lecteur lorsqu'il va nous lire, d'essayer de comprendre ce qui est comparable à une image fertile, qui va prendre, qui va fonctionner, qui va arracher le lecteur à lui-même, ou à une image stérile, c'est-à-dire une image où on aura essayé de trop en faire, où on aura été maladroit, on aura mal dosé les faits, et finalement ça va tirer le lecteur hors de cette zone merveilleuse de la suspension momentanée de l'incrédulité, et donc ça sera un échec. C'est toujours une question de dosage, de recherche, de réflexion et de travail. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant que l'on termine, c'est qu'il y a une série de petits livres ici qui reprennent une série de conférences qui ont été données dans le cadre des Midi de la Poésie. Vous pouvez vous servir, c'est presque gratuit. Quand je dis presque, c'est que vous pouvez en échange faire un petit don pour une association qui s'occupe des réfugiés qui se trouvent dans le parc Maximilien. Vous donnez ce que vous voulez et vous vous servez d'un des petits livres bleus qui se trouvent là. Voilà. Je vous remercie de votre présence ce midi. Merci.